Romuald, toi, tu es chercheur indépendant en ethnobotanique. On se connaît bien sûr. Est-ce que tu peux compléter peut-être ce qu'a dit Laurent en parlant un petit peu de la notion d'archétype? Parce que là, on est déjà sur des notions qui sont pas forcément évidentes. Le trickster est un archétype. Oui, bien sûr. Alors donc, qu'est-ce qu'un archétype? Comment est-ce qu'on peut définir ça, même si c'est pas facile, hein, bien sûr. Alors, je pense que c'est bien aussi peut-être de repartir aussi de la genèse du livre. En fait, ce projet, il est né d'abord, c'est Laurent qui lui a donné naissance, parce que c'est lui qui l'a pensé. Et puis, comme on avait des échanges réguliers sur ces thématiques, il s'est dit que ça serait bien de faire un ouvrage collectif sur le sujet. Moi, je lui ai dit, écoute, Banco, je te suis, je veux bien être contributeur, et puis aussi essayer de porter à l'éditeur, chez Guy Trédaniel, ce projet, qui aujourd'hui, je trouve, est un projet extraordinaire. Il a fait un boulot de fou, Laurent, sur le projet, mais aussi les contributeurs, je pense, dont on va parler pendant l'émission. On a quand même des contributeurs prestigieux, internationaux, pour la plupart pas traduits en français, et qui ont fait des contributions remarquables et qui sortent aussi un petit peu de la francophonie aussi. C'est bien aussi d'aller voir un petit peu ailleurs. Alors, l'archétype du trickster, moi, je le connais, mais sous un autre angle. C'est celui du chamanisme. Mais on ne parle pas d'archétype. Les chamans, eux, ne vont pas te parler d'entités symboliques, psychiques. Ils te parlent d'esprit de la nature. Ils te parlent d'esprit de la nature qui sont farceurs, qui sont polymorphes, métamorphes, qui sont élusifs, c'est-à-dire qui sont fuyants. Et les chamans ont développé des outils conceptuels pour pouvoir rentrer en communication avec ces entités, qui sont des outils métaphoriques, elliptiques. On ne peut pas avoir, si tu veux, de dialogue frontal avec ces entités. Si on est frontal avec la conscience, boum, le phénomène disparaît, ou alors il devient invisible, on ne peut plus le capter, ou alors c'est comme dans un songe, quand vous commencez à focaliser votre attention sur quelque chose, ou même dans le monde de vision, quand dans les visions, tu vas focaliser ton mental sur une vision, celle-ci, elle a un petit peu la nature de se déliter un peu et de devenir évanescente. Alors, il y a ce côté-là qui est omniprésent. Il y a beaucoup d'humour aussi. Les chamans ont beaucoup d'humour et disent que les esprits ont beaucoup d'humour. Ils sont farceurs. Alors, forcément, il y a bien sûr des liens qu'on peut faire avec les traditions. Chez nous, on avait les petits peuples, le petit peuple des forêts, les elfes, les lutins, qui ont ce caractère un petit peu blagueur, fuyant, polymorphe aussi. Donc on retrouve ça complètement dans la nature, en fait. À la fin du livre, et même là, tu as aussi utilisé l'expression d'un autre monde. Et en même temps, c'est vrai que cette expérience, elle nous donne la sensation de faire vraiment l'expérience de la pensée. Voilà, en tout cas. Et donc, je me demandais, alors cet autre monde, est-ce qu'il n'est pas peut-être ici? Est-ce que cet au-delà, il n'est pas déjà là, finalement? Si si on envisage que l'univers n'est que psyché et qu'on en fait l'expérience, alors y a-t-il vraiment un autre monde? N'est-ce qu'un seul monde qui n'est que pensée? Je ne sais pas si Romuald veut répondre. Ouais, Romuald? moi, je veux bien répondre à ça parce que j'y ai longuement réfléchi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un seul monde. Il y a un seul monde, sauf que pour pouvoir vivre incarné avec un corps, et donc pour localiser la conscience dans le temps et l'espace, il faut être incarné. Et pour être incarné, la structure cérébrale, le cerveau, mais aussi le corps, ils servent à quelque chose qui est simple, c'est à filtrer tout cet inconscient dit collectif qui est en fait une surréalité. Et quand vous l'apercevez globalement dans toute cette totalité, c'est que vous êtes mort. C'est que vous êtes mort ou que vous êtes au seuil de la mort, c'est-à-dire que vous avez des états de conscience pré-mortem qui vous amènent en fait à percevoir cette dilatation de votre conscience parce que le filtre, en fait, lui, s'éteint. Par exemple, dans un domaine que je connais bien, les psychédéliques, on a souvent pensé que ces molécules avaient l'effet de créer un feu d'artifice dans le cerveau et suractiver en fait le cerveau. Aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. En fait, ils éteignent le cerveau. C'est-à-dire qu'ils éteignent, il y a un effet, on pourrait dire, c'est un peu simpliste, mais c'est plutôt l'inverse. Plutôt d'avoir une suractivité, il y a plutôt une mise en léthargie, plutôt de l'activité cérébrale. Ce qui fait qu'à un moment, la conscience, quand il n'y a plus ce filtre, elle s'expand et elle perçoit la réalité globale, complète qui est autour d'elle. Et du coup, cette réalité, elle est forcément intemporelle, elle est transspatiale. Enfin voilà, donc du coup, ça rejoint tout ce que les expérienceurs, à la fois des expériences chamaniques décrivent, mais aussi les gens qui font des NDE. On sait qu'il y a des thématiques récurrentes, des axes centraux comme ça, de toutes ces expériences qu'on peut retrouver
Donc voilà, moi je pense qu'il y a une seule réalité. Et quand vous regardez le ciel, pour faire une métaphore, quand vous regardez le ciel à midi, que le ciel est bleu et qu'il y a le soleil, eh ben, dans cette lumière, il y a quand même la lumière des étoiles qui sont derrière, que vous ne percevez pas, mais cette lumière, elle est mélangée aussi à la lumière du soleil. Eh ben, je pense que c'est pareil. Mélangé à notre conscience de veille, il y a tout ce monde extrêmement vaste qui se révèle dans nos rêves, voilà, et dans les phénomènes de conscience élargie, on va dire. Moi, je proposerais d'aller un petit peu plus loin, mais c'est juste parce que je suis invité ce soir et donc je propose ma vision du truc. Je dirais que on peut parler en termes d'expérience, et là, Romuald a raison, sur l'expérience personnelle, Romuald a raison, c'est-à-dire qu'on peut faire cette expérience-là qu'on appelle de la réalité, que moi je qualifie être un rêve, et quand on est mort, on fait une autre expérience, c'est celle d'un autre rêve, par exemple, ou d'un truc un peu plus vrai, qui nous paraîtrait un peu plus vrai, parce que c'est ce que décrivent les expérienceurs de mort imminente. Ils nous disent, en comparaison, cette réalité-là paraît moins vraie que l'autre. Et ça, c'est le point de vue de l'expérienceur, que nous sommes tous. Mais en vérité, je pense que peut-être que ce monde-ci et l'autre monde, en fait, c'est des métaphores. L'autre monde est une métaphore de celui-ci et celui-ci est une métaphore de l'autre. Et qu'en fait, il ne s'agit que d'une seule et même expérience, enfin de plusieurs expériences, mais d'une seule et même réalité